Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous. Merci de nous retrouver. Sahar Mdankoum, on est très heureux de vous retrouver comme chaque semaine, chaque matin dans Bonjour d'Algérie. Et pour ma part, chaque mercredi et jeudi matin dans Bonjour d'Algérie. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30 avec bien sûr nos invités, nos rubriques, à commencer par la rubrique des savants et chercheurs algériens avec Ahmed Grigassen aujourd'hui. Il nous fera découvrir la personnalité de Cheikh Mekki Ben Azouz, un grand monsieur aussi qui a œuvré pour la stabilité et surtout pour rayonner l'islam dans la région. Nous aurons à le décrire, développer aussi toute sa personnalité et surtout comment est-ce qu'il a travaillé pour aussi récolter des fonds pour la Zawiya. Nous aurons également aussi à parler avec Imad Lamouri des internets, comme il aime les appeler, bien sûr, tous les sites et les pages importantes à ne pas rater, surtout durant Ramadan. Il nous fera donc part de ses dernières trouvailles. Et puis Lilia Benassar, bien évidemment, nous donnera les grandes lignes de l'agenda culturel, oui, où vous passerez donc vos soirées. Tout ceci à travers l'agenda culturel qu'elle dressera pour les soirées de Ramadan, ici, à Alger ou ailleurs. Et puis on aura aussi plusieurs thématiques à développer, à savoir bien sûr le centre d'enfouissement technique. Et oui, c'est du côté de Boumerdès, nous allons en parler, nous allons recevoir son directeur, le directeur donc de ce centre d'enfouissement technique, et pour parler bien entendu de la gestion des déchets ménagers. C'est un problème aussi aujourd'hui qui retient toute l'attention de tous, en particulier ceux des ménages. Nous allons bien sûr en parler durant Ramadan, c'est important de pouvoir parler de la gestion des déchets. Et puis nous recevrons aussi le chercheur au CRAG, Junaï Babaïs, qui viendra nous parler du tour spatial. Donc ici, il nous parlera bien sûr de cette thématique très intéressante aujourd'hui. Ça se développe de plus en plus à travers le monde. Qu'en est-il à travers bien sûr les dernières trouvailles et recherches qui se développent dans ce sens-là. Voilà, et puis on terminera l'émission avec notre artiste Salim Dada qui sera parmi nous. Il viendra nous parler de son spectacle intitulé Wasla L'Achouer. Ça sera donc ce jeudi à 21h, à partir donc de 21h au niveau du Théâtre National Mahidine Bachtarzi. C'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez en tout cas l'apprécier et rester en compagnie de toute l'équipe du Bonjour d'Algérie pour vous servir. On va commencer avec la météo avec Emel Haribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, merci. Alhamdulillah. Les pluies qui reviennent. Ils reviennent. Qui refont leur apparition, bien qu'hier et avant-hier, il a fait bien chaud. Oui, exactement. Aujourd'hui, le facteur, c'est les facteurs vent. Ça va souffler aujourd'hui, parfois sous forme de rafale. D'accord. Et c'est pas bon quand il pleut, malheureusement, les vents vont tout balayer. La pluie, c'est comme si on n'avait rien fait. Exactement. Comme on dit. Alors on vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, Météo Algérie a placé quelques wilayas en vigilance orange concernant des vents assez forts, parfois sous forme rafales qui peuvent atteindre les 80 km/h sur les régions de l'ouest, également le centre et une partie des régions du sud. Les wilayas concernés sont Tlemcen, Ain Timouschent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Mascara, Sidi Belabès, Relizane, Saïda, Tissemsil, Tiaret et Djelf. La validité de ce bulletin de 9h jusqu'à demain midi. Également, on aura Naama, Al-Biyad, Larwa, Djelfam, Sila, Gardaya, Biskra, El-Mnia, Oulad Djellel, Mghir, Tougourt, El-Oued et Ouagla. La validité du bulletin, ça sera aujourd'hui 15h jusqu'à demain également midi. Également, on aura Béchar, Bni Abbas, Timimoun, Adrar. La validité du bulletin ce soir 21h jusqu'à demain toujours midi, où les vents peuvent atteindre les 80 km/h et des souments de sable qui peuvent réduire la visibilité et donc soyez très prudents avec ces vents de sable. Donc le temps aujourd'hui, eh bien on aura un ciel plus souvent nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord, accompagné de quelques pluies l'après-midi, mais ces vont s'accentuer mais en soirée sur pratiquement l'ensemble des régions nord, et à noter des vents assez forts comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur les régions de l'ouest et le centre. On aura
Aussi des flocons de neige sur les sommets, mais en soirée, l'ouest et le centre, et en deuxième partie de nuit sur les sommets de l'est. La moitié sud, eh bien, on aura des passages nuageux accompagnés de quelques pluies orageuses vers le Nord Sahara et les oasis. Ailleurs, rien à signaler. Le temps restera dégagé à partiellement voilé. Et à noter des soulons de sable sur le sud-ouest, les oasis et le Sahara central. Les températures. Durant cet après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un minimum de 15 degrés du côté de Tiaret, 22 Alger, 19 degrés à Oran, 20 degrés Tlemcen, 25 du côté de Annaba, 27 Constantine, également Batna, 20 degrés à Djelfa, au sud, 27 degrés Béchar, 28 Biskra, 37 à Ilizi, 32 Tamanrasset, 38 à Borj Beji Moukhtar et le maximum cette fois-ci à Ingezam avec 42 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera très agitée sur une grande partie des régions côtières, surtout l'ouest et le centre. Sur les côtes est, les vents souffleront jusqu'à 4 heures. Sur les côtes ouest et centre, les vents seront de secteurs ouest à sud-ouest sur les côtes ouest et de secteurs ouest sur les côtes centre et de secteurs nord-est sur les côtes est et les vents souffleront entre 30 et 40 km/h. On va faire un petit tour cette fois-ci vers la partie sud de l'Afrique où on aura des pluies parfois orageuses, plus exactement à Abidjan, Abuja, également Bangui, Kinshasa, Lusaka, partiellement voilé à Antananarivo, également le Cap, nuageux à Addis Abeba, un beau soleil régnera du côté de Windhoek, le mercure affichera 25 degrés à Nairobi, 26 le Cap, 22 seulement à Lusaka, 27 en Antananarivo, 30 degrés à Bangui en passant par le maximum 35 degrés à Abuja. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, Amel. C'est Donc, moi qui vous remercie. prudence sur les routes, c'est Surtout cela? oui, avec la visibilité, oui. Parce qu'il y aura beaucoup de soulèvements de sable, donc la visibilité sera très très réduite. Exact. Surtout sur les régions sahariennes. Donc, pas d'excès de vitesse. Exactement. Soyez vraiment vigilants sur les routes. Bien sûr, vous aurez plus de détails avec d'autres Tout à l'heure. bulletins d'Amel. À tout à l'heure, midi et 19h. Merci Inch'Allah. beaucoup. C'est Bonne moi qui journée vous à remercie. vous. Bonne journée, On vous laisse Amel. repartir avec une belle chanson. Merci. C'est Mustafa Ratov qui chante des louanges au prophète alayhi salatu wassalam. Et bien sûr,
Matin, vous avez coutume de retrouver Ahmed Grigarsen dans sa rubrique Les savants et chercheurs algériens. Aujourd'hui, il continuera sur sa lancée. Il est avec nous. Bonjour Ahmed. Bonjour Amal, bonjour téléspectateurs. Comment ça va? Alhamdulillah, vous étiez toujours dynamique avec cette conférence autour donc d'Ibn Badis. Ça s'est bien passé? Non, c'était une petite conférence que les étudiants du club Compta de physique de la fac centrale avaient organisé, donc ils m'ont fait l'honneur de m'inviter. J'ai parlé plutôt de l'Hafidi. Et il y a Cheikh Yahya Sari qui a parlé d'Ibn Badis. On a discuté un peu parce que bon, comme c'est des physiciens, le débat, voilà, toujours. comme c'est des physiciens, donc au lieu de rester sur Ibn Badis avec tout le respect qu'on lui doit, donc je leur ai proposé d'élargir un petit peu et de voir. Il y avait même dans ces alim des gens qui s'intéressaient aux sciences exactes, entre autres le Hafidi qui était aussi astronome, qui a offert plein de cadrans solaires à différentes institutions à l'époque. Donc voilà. Et là, c'est bien de relever justement tous ces chercheurs tous ont apporté leur pierre à l'édifice pour le rayonnement des sciences, bien sûr, dans notre pays et du savoir. En fait, la science a toujours su rester, continuer d'exister des fois, c'était un torrent, des fois, c'est un petit ruisseau, des fois, c'est un fleuve, des fois, c'est un océan. Tout dépend des périodes, mais bon, ça a été très difficile pendant l'occupation française parce qu'ils étaient harcelés, ils étaient vraiment sous pression. Donc, plusieurs d'entre eux ont été obligés de s'exiler. Voilà, ils ont été conduits à l'exil. Entre autres, l'exemple de notre invité, donc enfin le gars de qui on va parler aujourd'hui, sa famille, donc ils n'avaient pas le choix, ils ont dû partir tout simplement. Voilà. C'était donc une famille, Cheikh El-Mekki. C'est Cheikh El-Mekki Ben Azzouz. Cette personne dont vous allez nous parler aujourd'hui. Et Cheikh El-Mekki fait partie d'une famille donc de ulama, ici en Algérie. C'est toute une grande famille en fait. C'est une tribu de ulama, si on peut le dire comme ça. Donc vraiment, c'est des gens qui ont travaillé. Son grand-père a été le fondateur du village, Borj Ben Azzouz. C'est son ancêtre qui l'a fondé donc, pendant l'époque ottomane. Sûrement. Et puis, donc, ils ont créé la Zawiya dans ce Borj. Ils continuent à enseigner. Borj Ben Azzouz, c'est entre Biskra, Ouedsouf, dans la région. Donc, je n'ai jamais visité, je ne saurais pas vous dire. Donc, ils étaient comme ça, ils vivaient leur vie, donc ils enseignaient. Et puis, je crois que son grand-père a été disciple de Cheikh Sidi Mohamed Boukhari, Sidi Mohamed bin Abdelrahman. Donc, ils ont épousé la tariqa al-Rahmaniya. Donc, ils sont rentrés dans le réseau. Donc qui commençait, donc on voit l'étendue du réseau de la Rahmaniya qui était de Oued, la ramification jusqu'à la Kabylie. Et puis, donc, tous les Algériens, ils sont choqués. Le grand choc du 19e siècle, c'est l'occupation française, ses affres, ses meurtres, ses assassinats, donc le chamboulement qu'a connu la société, les changements géographiques et topographiques qu'a connu l'Algérie à cause de tout ça. Donc l'élite, donc elle devait choisir ou la mort ou l'exil. Certains sont morts. Il y a beaucoup de alims qui ont été tués. D'autres ont choisi le chemin de l'exil. C'était pas l'exil. Donc, c'est son père qui est parti, donc il s'est installé dans pratiquement la même ambiance. Il a choisi un lieu qui ressemble aussi au terrain ancestral. Donc, il s'est installé à Nefta, au sud tunisien. Et là, il a créé un centre culturel. Donc, c'est tout de suite comme si on a translaté une université. Donc, il s'installe à Nefta et donc il commence. C'est toujours, donc, il y a beaucoup de gens qui viennent le voir. Il a beaucoup de disciples. Il tisse un nouveau réseau de Zawiya Rahmani dans toute la région. Donc, et comme c'est une famille de savoir, donc il a beaucoup de notoriété, il a beaucoup d'influence. Il a son fils, Mohamed El-Mekki, donc qui l'élève. À 11 ans, il apprend le Coran en entier. Et il commence sa voie dans la voie du savoir. Et il mysticisme, bien sûr. Il est comme son père Rahmani. Et il commence aussi, donc il a étudié. Quand on essaie de suivre un peu le nombre de livres qu'il a lus, donc on se dit combien de vies il a vécu. Le gars ne dormait pas parce que donc c'est un enrichissement. Donc j'imagine que vous voyez un peu donc les livres. Quand on vous parle de Sidi Khlil ou Sharh al-Risala, c'est pas un volume ou deux volumes, c'est plein de volumes comme ça, donc qui s'alignent. Quand on vous parle du tafsir, quand on vous parle de Bukhari et de Sharh Bukhari, donc c'est des livres et des livres qu'ils étudiaient du début jusqu'à la fin. Et justement, on a la chance
d'avoir son Umdat al-Athbat. Mhm. Umdat al-Athbat, c'est le programme qu'il a étudié, chez qui il a étudié et par qui il a reçu l'ijaza. Donc il dit que voilà, j'ai étudié tel livre chez tel prof et à la fin il m'a donné une ijaza, donc je suis licencié dans tel livre. De, de les aides qu'il a reçues. Et par la suite, lui-même, grâce à ce recueil, il donne des idées à ses élèves quand il voit qu'ils sont C'est très à la important. Là, hauteur. on l'a beaucoup appris grâce à vous. Voilà, c'est la Aussi, chaîne de transmission. chaîne de transmission, c'est des valeurs donc d'enseignement et de Exactement. transmission d'un maître à un élève. Exactement. Un disciple, comme on dit. C'était très, étaient très rigoureux. Donc, même s'ils voyaient l'élève, le disciple avait toutes les aptitudes, avait toutes les connaissances, maîtrisait le sujet. Et s'il n'a pas lu chez lui, s'il n'a pas étudié le livre du début jusqu'à la fin, il ne lui donne pas de ijaza. Ijaza. D'autres étaient un peu plus, donc, ils testaient, ils examinaient un peu leurs élèves pour s'ils étudiaient ailleurs, donc il vient, il lui demande juste l'ijaza. Et pour passer par sa chaîne de transmission, donc il le teste, il lui fait des examens, il essaie de C'est une référence. exactement, quand et il même. lui dit, mais d'autres, ils n'acceptaient pas, donc ils étaient pas rigoureux. Mhm. Donc, Cheikh Ibn Azouz, donc de là, il termine ses études à Nefta, il va bien sûr, il peut pas, c'est inévitable, il va à Nice pour étudier à Jama' Zaytouna, mais il était déjà formé, donc il avait il a terminé ses études en quelques années, donc à la vingtaine d'années. Lui, c'est 34 ans, il termine ses études, donc il reçoit les licences des grands muftis de Tunis, Cheikh Amar Ben Cheikh, Ben Salem, les grands noms qu'il y avait à l'époque, Najjar qui était très connu du 19e. Et puis il revient chez lui, de là qu'il va en Tunisie, bien sûr, Il a beaucoup voyagé sur. Donc il est parti en premier chez Mohamed Ben Belkacem El-Hamli, donc chef de Zawiya de El-Hamel, qui était aussi une grande référence dans la chaîne de transmission d'Al-Rahman. C'est chez lui qu'il va faire sa formation mystique, donc il fait un passage chez lui, donc lui donne l'ijaza aussi. Et puis il y a des liens de parenté aux familles et les Qasimi de la Zawiya de El-Hamel, et donc il y a beaucoup d'alliances comme ça qui font qu'il y a beaucoup d'échanges, de correspondances. Il y a les lettres de Cheikh El-Mekki qui restent jusqu'à aujourd'hui. Donc oui, il informe Cheikh Mohamed Ben Qassem, il demande un livre, lui demande quelque chose, il lui envoie. Il y a beaucoup d'échanges comme ça qui donnent un peu un aperçu sur la vie culturelle qu'il y avait à l'époque dans ce. Puis il vient à Alger. Il vient à Alger, l'Ijaza, soit l'Ijaza du donc lui-même, il lui donne une ijaza. Puis il connaît le grand mousnid de l'époque, par la suite, Hayl Kilani, qui lui, il va demander l'ijaza de Cheikh El-Mekki Ibn Azouz. Donc il y a beaucoup d'échanges entre ces gens. Et dans sa famille, il y a eu donc le grand-père, il y a eu le fils, et il y a eu donc Moufti. Qui était Moufti dans sa famille? Lui-même a été Moufti à Nafta. Il a été aussi Qadi. Donc, il a eu comment dirais-je, il a eu un contact avec le Wazir Khaliddin qu'il a désigné comme enseignant. Enseigné à Zaytouna sans être enregistré dans la liste des enseignants parce qu'il le faisait gracieusement. Donc, son père a été Moufti dans la région et puis les descendants. Ils ont eu un rôle, en tout cas, la famille a eu un rôle important pour le rayonnement, rassembler des fonds pour faire connaître les Azaouis. Et l'enseignement et la transmission aussi de l'enseignement. Il y a aussi ils ont été dans la résistance. Cheikh El-Mekki Ibn Azouz a participé à la résistance des Tunisiens à l'époque de l'installation du protectorat. Donc, c'était fin diplomate aussi. Il cherchait. Quand il fallait se révolter, il s'est révolté, donc sans aucun problème. À la guerre comme on dit. Bien sûr. Donc, il fallait négocier, savoir négocier. Exactement. Et c'est pour ça qu'il a été expulsé de Tunisie. Donc, de là, donc, il n'avait pas le choix, il devait sortir du pays, il est parti. Il s'est installé à Istanbul. Donc, dès qu'il est arrivé, il est confronté à une autre culture, une autre langue. Une autre langue, oui. Il apprend la langue, il apprend le turc et il commence à enseigner. Donc, il est désigné comme enseignant dans Dar el-Founoun.
il enseigne. Lui, il est, par la suite, comme il a beaucoup de isnad et tout, il était très connu pour ilm al-hadith. Donc, il commence à enseigner ilm al-hadith, Dar al-Funun, et puis une autre école, Dar al-Wa'idin, je crois, Madrasat al-Wa'idin. Et puis il y a un mufassir qui décède, donc il le remplace. Et puis bon, c'est ce qu'il distingue C'est aussi. courageux justement d'aller dans une autre région, une autre contrée et surtout apprendre la langue et se fondre Et il était à la dans fin la de sa vie, il société. n'était pas jeune, il Oui, n'avait pas 20 justement. ans quand il a appris le turc. Donc, et il enseignait dans les deux langues. Donc, dans certaines mosquées ou certaines écoles, il enseignait en arabe parce que les élèves Oui. avaient le niveau. Sinon, il enseignait en turc. Donc, il n'avait pas de problème. Parce que c'est des gens qui avaient une vocation, qui avaient un message, qui avaient cette inquiétude, ce souci de transmettre. Donc, c'est un savoir. engagement. L'enseignement est un engagement. C'est pas un métier. C'est pas une fonction, c'est pas un poste, c'est un engagement. On veut enseigner parce que, premièrement, on éprouve du plaisir à apprendre et on éprouve du plaisir à enseigner. Quand on voit cette étincelle d'intelligence qui jaillit d'un élève quand il comprend quelque chose, donc vraiment on cherche ça. Donc c'est un Ils avaient engagement, beaucoup c'est un de mérite plaisir. parce qu'ils allaient vers la science, Exactement. ils allaient vers la recherche, ils se déplaçaient. S'il fallait Exactement. des kilomètres, c'est pas aujourd'hui. Nous avons tout à portée de main, la science est à notre Oui. portée, donc c'est tout à fait différent aujourd'hui. Bien sûr, c'est plus la même chose. Lui, par exemple, sa bibliothèque, la bibliothèque qu'il a constituée, donc c'est l'héritage de son père, et puis il y a beaucoup d'achats, Il fallait donc beaucoup de écrire recherches, manuellement. et il fallait, bien sûr, c'est des Rédiger. manuscrits donc il fallait écrire. Et lui, il n'avait pas une belle calligraphie, ça, je peux le dire, parce qu'on ne comprend pas. Il y a lui, il y a Abdelhaïk Tani, des fois on ne comprend pas ce qu'ils écrivent, Ouais. parce qu'à la fin de leur vie, donc, ils écrivent rapidement, et puis C'est ça. bon, lui, donc il a constitué toute une bibliothèque. Au moment de s'exiler, donc quand il a été expulsé de Tunisie, donc il décide de la prendre avec lui. Donc apparemment, ça n'a pas été très simple parce que c'était une C'est très énorme. grande bibliothèque. Donc il fallait la déplacer par bateau, il y avait beaucoup de dangers. Ça nous rappelle un peu l'histoire d'Ibn Khaldoun qui a perdu et sa famille et sa bibliothèque dans un voyage en mer. Donc lui, il a pris le risque. Lui et sa bibliothèque apparemment existe. Encore. À Istanbul. Où est-ce qu'elle est maintenant? On sait pas. Je ne sais pas si elle est localisée ou pas. Aussi il a au moins un enfant, Mohamed El-Kamil, qui a été aussi un intellectuel, et puis les petits-enfants. Et justement, il y a Descendance aujourd'hui, qu'en est-il? Donc il y a cette l'un descendance? d'eux, Ali Reda, donc il s'occupe justement du patrimoine de Cheikh Al-Makki ibn Azzouz. Donc il est en train de chercher tout ce qui est les ouvrages de son aïeul qu'il publie de temps en temps. Il fait sortir des publications et de toute la famille aussi. Alors, on a vu justement, peut-être que c'était sa calligraphie qu'on a vue juste avant. Oui, ça c'est une C'était lettre. une de Ça, ces- c'est l'une de ces lettres qu'il a envoyées à Mohamed bin Ja'far al-Kittani. On voit là sa calligraphie, on voit aussi le sceau. Donc Oui. là, c'est une autre lettre. Non, ça c'est une ijaza qu'il a donnée, mais comme je ne vois pas. Oui, c'est loin. C'est loin. On a tous besoin L'écran est d'avoir loin. Je ne peux pas. oui. Des lunettes, plus que ça, je ne sais pas. Donc, dans les images, ce qu'on peut voir, on peut voir les couvertures de plusieurs de ces ouvrages, entre autres Thabt al-Athbat, donc son programme à lui, ou le Fahrasa, ou le Barnamaj, on l'appelle. Il y a Hayat al-Nasik. Donc, c'est un livre. Donc, il était aussi dans les polémiques parce qu'il y avait aussi beaucoup de discussions pour ce qui est de est-ce qu'on fait ceci, on ne fait pas cela, donc, point de vue fiqh. Oui. Donc, lui, il contribuait. Donc, c'est des choses il allait dans le détail du détail. Donc, Voilà. c'est des choses. Quand il y a une question, il répond, il n'y a pas de Est-ce problème. qu'on trouve aujourd'hui sa bibliographie assez étoffée? On trouve une bibliographie assez étoffée sur lui? Oui et non. Ouais. Donc, oui, pour trouver, parce qu'il est connu à un certain moment. Donc, mais pour vous dire qu'il y a une biographie donc, qui retrace sa vie dans le détail, donc je pense que son petit-fils, son arrière-petit-fils est en train de travailler sur ça. C'est un travail. Et ça ne doit pas être simple parce que le bonhomme s'est déplacé, il a eu beaucoup de correspondances. C'est un énorme travail donc, Exactement. de récolte de ses ouvrages, Exactement. de correspondance, voilà. Exactement.
Tout ce qui a de marqué suivre aussi. c'est pas parce qu'on peut pas faire la biographie de quelqu'un sans faire ses. Par exemple, ici à Alger, quand il est venu, donc je prends son nom de 1903, et ben l'information a tournoi en Algérie. C'était Et important, hein, bien sûr, il y a le Cheikh son Al-Mekki déplacement. qui est venu à Alger. Une autre fois, quand il est venu, mais il est parti à Boussaada pour visiter Cheikh. Donc, il y a aussi l'information qui est sortie dans le journal. Donc, D'accord, c'est comme s'il y a une université qui se déplace, qui vient. d'accord. Et aujourd'hui, ces ouvrages sont disponibles au Oui, mais il niveau faut des chercher. bibliothèques? Donc, dans les bibliothèques, oui. D'accord. Par exemple, moi, j'ai là une copie de CRSAL et entre autres, il y a une risala, donc il a un poème didactique sur l'utilisation de Rub' al-Mughayib. On en a déjà parlé, le quart du sinus. Donc, il a un poème, comment utiliser. C'est un instrument qu'on utilise en astronomie, donc dans l'ancienne astronomie. Oui, Donc, il a écrit un poème pour l'utilisation et il a commenté le poème. Il a été justement, le commentaire a été publié. التقرار المذهب في حل تراجم الجوهر المرتب. الجوهر المرتب في استعمال الربع المجيب de Cheikh Mekki Ben Azouz. C'était aussi un astronome comme ça. Et ce même poème a été commenté par Cheikh Abdelhalim Ben Smaya. ah oui. Donc apparemment, il a étudié peut-être Rub' al-Mujayib chez lui. Donc, on sait pas, Probablement. probablement. Parce qu'il Parce il qu'ils l'aimait bien ils aussi. sont croisés. Ils se sont Donc croisés, voilà. tout à fait. Donc c'est un grand savant, c'est un savant, un érudit, un Oui. savant encyclopédique, donc qu'on ne peut pas se permettre d'oublier, de passer sans en parler dans cette rubrique. Exactement. Surtout, vous le disiez, à travers même les médias donc de l'époque, les journaux de l'époque, citent son passage. Ça veut dire que Exactement. c'était une personnalité donc importante donc de l'époque qui avait Exactement. marqué par son travail, par son travail de recherche et tout ce qu'il a pu laisser et léguer à sa jeune Exactement. génération, la jeune génération. Et puis, donc, c'est des gens qui étudiaient toutes les sciences. Donc, ils n'avaient pas le minimum dans toutes les sciences, ils étaient au moins Dans plusieurs excellents sciences. dans tout ce qui est, par exemple, l'héritage, la division de C'est ça. l'héritage. Donc, c'est très compliqué comme science. Dans le tafsir du Coran, parce que c'est très délicat. Dans le fiqh, parce que le fiqh, quand on ne peut pas, en voyageant par-ci, par-là, et quand on est dans une société, par exemple, être en Tunisie, il y avait aussi en Tunisie les deux muftis. Donc, ils étudiaient à la fois le fiqh al-maliki et le fiqh al-hanafi. Donc, quand il va en Orient, donc il trouve une autre réalité, d'autres références. Donc, il est à Istanbul, on lui demande de leur donner des cours, mais il ne va pas utiliser les mêmes ouvrages de base qu'il aurait utilisé ici en Algérie ou en Tunisie. Donc, c'est ce qui fait sa richesse, c'est ce qui a fait que c'est un alim tout simplement. Je ne sais pas, c'est avec tout le sens de alim. Donc, le nombre d'ouvrages, peut-être une quarantaine, peut-être une cinquantaine. Et c'est aussi un point commun entre l'Algérie et la Tunisie. Parce que quand on parle de Cheikh Mekki Ben Azouz, on parle de Cheikh Mekki Ben Azouz, Al-Nafti, et à la fin on dit le Jazairi, Tounoussi, parce que il a cette double. Donc, s'il était maintenant, il aurait la double nationalité, mais il avait Bien sûr, il y a eu ce partage entre les générations, hein, puisqu'il y a eu le grand-père, le père et le fils. Exactement. Bien sûr, aujourd'hui, les descendants qui continuent à rayonner à travers donc, les ouvrages donc, de cette personnalité aussi qui a marqué leur passage. En tout cas, merci de nous faire découvrir à chaque fois une personnalité, un chercheur, l'histoire, à travers l'histoire de notre pays. Merci beaucoup. Merci à vous. Sahar Ramadankoum, Sahar Siamkoum. Voilà, bon courage À et vous puis aussi. à Bon mercredi week-end. prochain. Inch'Allah. Bon week-end à vous. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage justement en parlant de legs et surtout d'archives. Cette fois-ci, je vous invite à découvrir le reportage qu'a réalisé pour nous Majid Benqassi. S'est intéressé à la vieille imprimerie du côté de Constantine. C'est une association qui a donc travaillé à la réhabilitation de ces anciennes machines d'imprimerie. C'était donc de l'époque d'Ibn Badis. Regardez, on se retrouve juste après. Créée par une élite d'érudits et de savants, à l'exemple de Abdelhamid Ben Badis, l'imprimerie islamique de Constantine fait partie du patrimoine culturel historique de la ville, un riche legs du mouvement réformateur de la jeunesse algérienne, né pour la renaissance de la pensée algérienne et de sa langue. Une imprimerie en ruine que des jeunes volontaires ont décidé de restaurer et lui redonner son lustre d'antan.
C'est dans cette imprimerie que les journaux Al-Shihab et Al-Basaïr étaient édités. Ces lieux étaient un réel espace de rayonnement culturel et éducatif. C'est un lieu dédié à la renaissance culturelle et c'est pour toutes ces raisons que nous voulons restaurer cet espace. La direction de la culture fera tout pour remettre sur pied cette imprimerie et rester fidèle à sa conception originale du temps de Cheikh Abdelhamid Ben Badis. La restauration ne concerne pas uniquement les locaux et les murs de l'imprimerie. Elle permettra aussi de réparer les machines et le matériel qui a servi dans l'imprimerie. Un matériel qui date de la fin du 19e siècle. الآن الجمعية تحاول رد بعض الجميل مما قدمه الشيخ عبد الحميد بن باديس وذلك Aujourd'hui, ce sont des jeunes bénévoles qui font de leur mieux pour rendre hommage au Cheikh Ben Badis. À travers la restauration du matériel d'imprimerie, nous allons ensuite meubler tous les espaces et créer un petit musée. متحف مصغر للمطبعة. Un lieu plein de symboles et qui constitue un pan de l'histoire culturelle de la ville. Une ville que l'on associe souvent au Cheikh Abdelhamid Ben Badis. De retour sur le plateau, on la reçoit, comme chaque mercredi matin, elle est là. Vous l'attendez sûrement, c'est Lilia Bnassel pour l'agenda culturel. Bonjour Lilia. Bonjour Amel, très bon réveil à tous. Vous êtes prête, vous avez donc Oui, plusieurs... tout à fait, froidement aujourd'hui, ce matin. Froidement, tout à fait. On avec s'est fait sous la avoir par pluie. la météo ce Et tant matin. mieux, et tant Oui, mieux. tant mieux, On n'est pas tant encore mieux. prêt pour accueillir l'été, Oui, oui. la On a le chaleur, temps, on a le temps. les hausses de température, Tout à etc. fait. On a encore le temps. Tout à fait. Donc là, vous nous avez préparé tout un agenda. Donc c'est vrai que ça y est, la première semaine est passée, la deuxième aussi. Amel. Et donc, bien entendu, les Algériens commencent à sortir Oui, un peu beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc les artistes aussi continuent à se produire un petit peu partout. Et aujourd'hui, nous allons commencer bien évidemment par l'événement au Palais, qui est un véritable espace de vie au Palais des Expositions depuis début avril, et ça se poursuit jusqu'au 7 mai. De nombreux produits locaux qui mettent en valeur le savoir-faire national en termes de la gastronomie, de l'artisanat et tout dans une ambiance conviviale, bien évidemment. Ne pas rater pour une soirée ramadanesque, pourquoi pas aller découvrir tout ce qui se fait localement. Nous allons passer au Palais de la Culture d'Izakaria, où la deuxième édition de nationale de la calligraphie et arabe de miniature et d'enluminure se tient en ce moment. Les œuvres de jeunes talents, on l'avait dit, lauréats du deuxième concours organisé par le club algérien de calligraphie arabe, mais pas que, d'autres artistes confirmés bien évidemment, expérimentés aussi, participent à cette belle exposition. Et celle qui se tient chaque ramadan est également donc en ce moment visible. Il s'agit donc d'une belle exposition des métiers et de l'artisanat, toujours au Palais de la Culture Moufti Zakaria. Et pour finir avec le Palais de la Culture, nous allons parler des soirées artistiques qui se tiennent actuellement durant le mois sacré de Ramadan. Donc ce soir à 22h30, une soirée Inshed ou Madih avec la troupe Adjel Saïda de la ville de Gherdaya. Jeudi 21 avril, un groupe Issawa de la ville de Constantine. Vendredi 22, c'est l'artiste Amran Ben Gasmia qui se produira, un artiste de la région de l'Arwat. Et puis le samedi 23, de la musique andalouse avec Nourdine Saoudi. Donc deux belles soirées, différents genres musicaux, j'ai envie de dire. Il y en aura On a eu pour tous les Manel Harbi, goûts. on a eu Ben Hallal, la jeune Mariam Ben Hallal. Mariam Ben Hallal Oui. de Tlemcen. On a eu pas mal Tout à donc, fait. d'artistes qui sont venus donc, rayonner à travers donc, leur chant, leur musique, la Exactement. culture aussi algérienne. Ce qui est bien, c'est qu'on peut découvrir bien évidemment tout ce qui se fait à travers tout notre Tout le beau territoire. pays. Donc ils sont là, ils viennent à Alger se produire pour bien évidemment faire découvrir tout ce bel art au public algérois. Nous allons aller du côté de Tlemcen pour parler de la 5e édition des Nuits de la calligraphie et du manuscrit, donc qui ont débuté. Exposition de manuscrits, conférences également sont prévues tout au long de cette belle manifestation qui est bien évidemment qui se démarque par l'échange de connaissances entre diverses institutions et qui sont spécialisées dans le domaine. Donc ça permet l'échange et bien évidemment apprendre aux
de jeunes qui veulent se lancer. Des calligraphes de talent ici en Algérie. On en avait reçu les dames ne sont pas en reste aussi parce qu'elles sont excellentes dans ce domaine. On a tendance à penser que c'est plus les hommes. Réservé aux hommes, mais bon, les femmes aujourd'hui s'intéressent de plus en plus à la calligraphie et elles excellent. Tout à fait. Et puis nous allons passer aux soirées artistiques du côté de l'Opéra d'Alger cette fois-ci. Alors retenez bien, prenez votre stylo, notez bien. Soirée kabyle avec Hassiba Amrouche ce soir, à ne pas rater, une ambiance garantie, ça c'est sûr. Le jeudi 21 avril, ça sera une soirée de Diwan et ça sera Hasna al-Bishariya qui se produira. Vendredi 22, une soirée Chabi avec Abdelkader Chaou. Samedi 23, une soirée algéroise avec Samir Toumi et Lemia Etlamara. Dimanche 24, une soirée Melouf avec Abbas Riri. Et enfin, le lundi 25, soirée Melhoun avec le groupe El Ferda. Donc, de belles soirées sont prévues au Palais de la Culture. Et on rappelle qu'elle débute à 21h30. Voilà. Très bien. Donc, et enfin, nous allons finir avec le Théâtre National Algérien Mehidine Bachtalzi, qui bien évidemment est très actif donc, durant ce mois sacré. Et les soirées à ne pas rater sont prévues le jeudi, demain 21, c'est la comédie donc Waslat al-Ashwaq, li Salim Dada et sa troupe. Donc justement, il arrive dans un moment pour donner plus de détails concernant cette belle soirée. Le vendredi 21, un hommage sera rendu à Mohamed Adjaimi. Donc voilà, j'imagine que tous les artistes, beaucoup d'artistes vont être présents pour rendre hommage à cette grande figure, bien évidemment, du cinéma algérien. Le dimanche 24, du théâtre, cette fois-ci, 4e art, avec Moussibet Louaï, avec une troupe de Guelma qui viendra se produire au TNA. Et enfin, le lundi 25, ça sera une soirée Chabi avec Kamel Aziz ou Hafid, nos deux artistes algériens qui vont régaler les amateurs de musique chabi du côté du national algérien Mehidine Bachtalzi. Voilà, tout à fait. Et puis bien évidemment, tout ça, c'est tout ce qui est donc officiel. Il y a aussi beaucoup d'expositions. Oui, il y a plein de lieux privés aussi qui organisent des soirées, des expositions, des one-man shows, j'ai envie de dire. Voilà, donc plein de soirées un petit peu partout. En tout cas, tout est disponible sur Internet. Il y en a pour tous les goûts. Exactement, voilà. Et tout est disponible sur Internet aussi. Tout à fait. Et il faut sortir pour pouvoir s'aérer un petit peu et prendre un petit peu du plaisir. On a eu le temps de s'habituer. Et puis là, c'est bientôt la fin. Donc autant en profiter. Exactement. Ma première sortie, c'était hier, juste des glaces avec le petit. Il était étonné, je lui dis, il m'a dit, il faut sortir, oui, un petit peu, ça fait du bien. Je te promets, cette semaine, on va un petit peu profiter. Voilà. Et bien tant mieux. En tout cas, continuez en tout cas à nous donner l'agenda culturel. Mercredi prochain. Bien sûr, on vous retrouvera dès vendredi aussi pour votre émission. C'est le week-end. Bien évidemment. Toujours. À 15h. Donc on a un petit peu réadapté le concept en abordant des thématiques qui tournent autour, bien évidemment, des traditions, des coutumes, des valeurs du mois sacré de Ramadan. Donc on a parlé de circoncision, de boucalette, voilà. Donc et il y a de quoi faire, il y a de quoi faire avec des invités brillants qui bien évidemment viennent nous parler de toutes les coutumes. Et puis il ne faut pas oublier, nous sommes en plein mois du patrimoine. Aussi, ça a commencé le 18 et tout au long de ce mois, nous allons vous faire découvrir des lieux à préserver absolument, le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Nous aurons à cet effet des invités pour à chaque fois revenir sur certains lieux, en tout cas qui sont très importants en Algérie, classés ou pas classés. En tout cas, c'est bon de pouvoir les évoquer. Merci beaucoup, Lilia. C'est moi, Amel, avec grand plaisir. Donc à mercredi prochain, Inch'Allah. On va retrouver tout à l'heure Imed aussi. Oui. On l'oublie pas, Imed, notre camarade aussi du mercredi. Allez, on vous laisse tout de suite avec ces images. On se retrouve juste après avec notre invité.
Ashwar. De retour sur le plateau et déjà on bavardait avec notre invité. Salim Dada est notre invité ce matin. On a toujours plaisir à le recevoir, lui qui est dynamique dans son domaine. Il est artiste, on pourrait lui donner plusieurs casquettes et parler de son art, lui qui est passionné de musique. Bonjour Salim Dada. Bonjour Amal, toujours un plaisir de venir ici et de partager ce moment avec les spectateurs de Canal Algérie. Particulièrement fait Ramadan, parce que vous avez fait un travail extraordinaire sur les appels à la prière, donc un travail formidable que vous avez donc fait connaître à travers le monde, n'est-ce pas? Oui, c'était un sujet de recherche, bien sûr une thèse de doctorat à la Sorbonne, qui était sur l'esthétique et la musicalité dans l'appel à la prière en Algérie et dans d'autres pays musulmans. Et c'est un sujet qui me tient toujours à cœur. Et voilà, c'est une recherche qui continue, bien que mal avec les responsabilités et les différentes tâches. Mais j'y tiens à On y continuer reviendra dans ça. probablement, Bien on en sûr. parlera, on en fera tout un débat. Aujourd'hui, c'est le spectacle qui nous réunit. Demain, vous serez avec toute votre équipe, l'ensemble donc de la troupe, pour ce beau spectacle jeudi au TNA à 21h. Donc c'est Waslat al-Ashwaq. Effectivement. Un beau titre déjà. Merci. Oui, Waslat al-Ashwaq, c'est une composition qui date de 2005, les années 2005-2006. À l'époque, j'étais très intéressé par la musique arabe. Je faisais des recherches, j'avais fait plusieurs notations de mélodies, de musique traditionnelle, des musiques instrumentales, de connotations arabes, persanes et ottomanes. Et suite à ça, l'idée m'est venue de concrétiser tout ce savoir-faire en une composition qui était à une époque l'apogée du génie de la musique arabe, qui est la wasla, qui est en fait c'est une suite de plusieurs chants et plusieurs musiques et qui on va dire donne une sorte de cinétique ou un tracé très spirituel, qui épouse un tracé comme celui des maqamat dans le soufisme, ou quelque chose qui va vers l'apothéose. Et cette suite, on va la retrouver plus tard en Europe, parce que elle va se transformer, on aura droit à la suite baroque, donc, comme les suites françaises, anglaises, allemandes, donc les suites baroques qui vont donner, eux, naissance à la symphonie. Donc d'abord par les travaux de Jean-Sébastien Bach, fils, et puis c'est la symphonie et la sonate qui va devenir vraiment l'art musical classique du 18e. Vous vous intéressez justement à beaucoup donc de musique, les musiques du monde, et vous dites que justement notre musique est suffisamment riche aussi et étoffée pour pouvoir travailler donc là-dessus et pour pouvoir l'enrichir encore une fois. Exactement. L'idée, Wasla, déjà le nom, il dit Wasla, c'est-à-dire c'est un lien. C'est une suite, c'est vrai, mais c'est un lien. Et pour moi, Waslat al-Ashwaq, l'Ashwaq c'est par rapport à un imaginaire futur, mais aussi à un legs aussi très important, civilisationnel, arabo-musulman. Et aussi, Waslat al-Ashwaq, c'est aussi le lien entre cette culture, on va dire orientale, et culture occidentale qui, justement, dans cette composition musicale qui est composée de 10 pièces, entre chant et musique, et partie instrumentale soliste ou vocale, et avec des chants, des textes venant de plusieurs poètes arabes, que ce soit maghrébins, andalous ou du Moyen-Orient, et avec un instrumentarium qui justement conjugue un tart arabi avec des instruments traditionnels et des instruments, on va dire, occidentaux, qui sont de connotation jazz, comme du saxophone, contrebasse, piano et guitare. Vous avez réussi à introduire ces styles de musique, peut-être, à cette musique aussi ancienne et typique de notre culture. Oui, je pense que c'était un idéal pour moi de pouvoir combiner, parce que là, c'est mes références à moi aussi. C'est mes références. Moi, j'étais baigné dans ces modes, que ce soit le classique, la musique traditionnelle, arabe ou la musique jazz. Ça serait un petit peu du jazz oriental aujourd'hui que vous allez...
proposé? Je pense pas que c'est du jazz, mais il y a des couleurs, il y a des parfums. D'accord. Le jazz, quand même, c'est un état d'esprit. Il y a la part de l'improvisation qui est très importante, la structure aussi. Là, on est guidé surtout par le chant, bien sûr, et Les textes. et les textes, exactement, les ash'ar, et les formes aussi. Parce que là, on a droit à un muwashah, à un sama'i, à une longa. L'idée, c'était de réincarner aussi ces formes qui sont un peu maintenant léguées à un héritage. Et on compose plus jamais la wasla. Je pense que la dernière wasla qui a été composée, c'était dans la fin du XVIIIe siècle. Donc on est dans le 1790, c'est Waslat Asqil Aitasha. Takarruman, c'est une composition d'un cheikh halabi. Et tout dernièrement, je pense que c'était vraiment, ça a coïncidé, j'ai eu la connaissance d'une wasla après la composition de la mienne, c'est Wasla Ras, qui est celle de Lotfi Bouchna, dont Karim Asqali l'a. Et ça date, je pense, des années 2010. Donc, je pense que la mienne, elle, quand même, c'était un pas vers aussi reprendre un lait qui est important et essayer de lui C'est un donner. patrimoine, nous sommes en plein mois du patrimoine, Exactement. donc c'est encore une fois s'arrêter et faire un arrêt sur notre culture, encore une fois, et faire connaître ceux qui ne connaissent pas al-wasla, connaître ce que c'est, et surtout apprécier, hein, c'est ça le but finalement, Oui, c'est ça. donner du spectacle, offrir un spectacle à ceux qui veulent venir écouter autre chose, Exactement. différemment. La musique. Il faut rappeler aussi peut-être pour les spectateurs, les téléspectateurs, que la wasla, c'est un nom générique qui a des déclinaisons différentes selon la géographie. Et je trouve que c'est la déclinaison algérienne ou maghrébine, c'est la nouba. Voilà. Donc la wasla, c'est le nom générique qui est voilà, traduit au comme On est nouba. plus familiarisé avec la nouba. Voilà. En Turquie, on dit fasil, et en Azerbaïdjan, on dit mugam, mais ça reste toujours la wasla, c'est-à-dire une suite de plusieurs pièces qui essayent de ramener l'auditeur d'un état, on va dire, terrestre vers un état sublimé, spirituel, céleste, quelque chose qui, on sent vers la fin qu'il y a eu une évolution. Vous allez nous offrir juste un petit morceau, justement, un extrait. On va voir si on va pouvoir s'élever juste le temps de cet petit court extrait. On écoute, on se retrouve juste après. C'est juste un petit extrait, on vous l'a dit. C'est en tout cas magnifique. On voit le chant surtout et le travail donc des instruments, bien entendu, différents instruments, l'instrument à cordes, le laoud. Oui, on a la oud, on a le kaman. Oui. Kaman, donc l'instrument traditionnel. Le violon. Riq ou derbouka, c'est-à-dire tar et derbouka et douf. Donc on a 4 instruments pratiquement, on va dire arabes. Et puis on a guitare, moi je joue à la guitare. Et saxophone, il y a contrebasse, il y a un piano et il y a 4 chanteurs. Donc on est 12. Guitare sèche? Oui, guitare classique, oui. Guitare classique. Accordée un peu différemment pour donner un cachet plutôt proche du laoud, qui est le mode principal de cette wasla. Et je pense la fusion a lié. Ouais, j'imagine. Et le spectacle, ça vous a pris beaucoup de temps pour la répétition, le choix aussi des interprètes, le choix aussi de tous ces artistes, parce qu'on vous connaît, vous sillonnez toute l'Algérie à travers l'orchestre que vous avez créé aussi de jeunes d'Algérie. C'est un véritable travail donc, de fond et de fourmi pour pouvoir donc, aller au fin fond bien sûr, de notre pays, pour aller donner la chance à ces jeunes-là qui font de la musique. Oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Qui vivent de leur musique et qui ressentent la musique. C'est clair, la wasla aussi, c'est-à-dire l'organique qui est avec moi, qui m'aide à donner vie à cet ouvrage. Il est aussi, on va dire, bien choisi sur le plan géographique aussi. On va dire, j'ai les deux principaux musiciens, et c'est eux qui ont assisté à la création première. En 2005 et en 2006, c'était à la Guatte. Donc j'ai 2 musiciens de la Guatte, Habibou Magouas et Berkan Khadmi, au violon et au oud. Et puis j'ai un ensemble de choristes. Ceux-là, ils travaillent avec ils sont au Glida. C'est
dirigé par Youssouf Sultani, il y en a quatre, et puis j'ai deux percussionnistes qui sont dans la région de Mosaïa et de Médéa. Et puis les musiciens, on va dire les autres, saxophone, piano, contrebasse, c'est des musiciens ici d'Alger, donc il y en a ceux qui jouent à l'opéra, ceux qui jouent dans la musique jazz, et moi, je suis un peu C'est une première citoyen du expérience monde. pour eux? Première expérience? Cet assemblage, oui, Oui. c'était une première fois. En fait, on a fait une résidence artistique au mois de juin. C'était en préparatif de la création, c'est-à-dire on a donné cette OAS-là la En tout première cas, fois. l'affiche est belle, hein? Ah, merci. Oui, ça Voilà. c'est le groupe, oui, déjà. Ouais. Et le 28 juin dernier, en 2021, on a donné la création au Ouais. Théâtre national algérien. Exclusivement masculin ou je vois... non? Alors c'est vrai qu'on a une seule fille. Voilà, Là, elle j'ai est- vu quand même la fille, hein, ça va. Oui, là, elle n'est pas présente parce que Ouais. c'est une pianiste et là, elle n'a pas joué avec nous. D'accord. Donc, ce qui fait que donc le 28 juin, on a donné ça au TLA. C'était dans la programmation du festival européen. Ouais. Et puis là, on reprend la tournée et la composante. Et l'idée, c'est de faire plusieurs dates avant de rentrer en studio, Très comme ça, bien. et l'enregistrer comme ça, C'est offrir extraordinaire. au public algérien aussi des disques Voilà. de cette OAS-là. Et bien entendu, ça va resserrer tous ces liens avec ces musiciens qui vont travailler pour la première fois pour cette, comment on dit, cette nouba algérienne, Oui, mais en oui. fait, Oui, c'est que vrai, vous appelez aujourd'hui Wasla Wasla. oui. Wasla, voilà, je trouve le mot. Alors, c'est vrai que c'est un beau spectacle que vous allez donner demain soir au TNA, ça sera à 21h, 22 avec heures. 22h pratiquement, 22 heures, après 21h30, Tarawih. ouais. Et puis bien sûr, vous serez là avec tout l'ensemble donc des musiciens, vous en tant que chef d'orchestre et Oui. musicien en même temps. Oui, et je chante un petit peu aussi. Et vous allez chanter en même temps. Voilà, en tout cas bravo pour cet exercice. Comme toujours, vous épatez à chaque fois avec des nouvelles donc productions, le travail qui n'en finit pas. Vous êtes sur tous les fronts. On peut dire, oui, Oui. on a un méditerranéen. Justement, on y reviendra bien reviendra. sûr. Bien entendu, on a eu Imen qui vous avait reçu sur son plateau Oui, c'est- lors du 100e avant bien sûr les Jeux méditerranéens. Oui. Et puis on restera en contact pour peaufiner avec vous les derniers préparatifs, pour voir les coulisses bien sûr de ces préparatifs, Exactement. musicalement on va dire, hein, parce que l'ouverture et la clôture, ça sera avec vous et l'ensemble de ceux qui travailleront sur Bien sûr, ces bien sûr. deux étapes charnières. Et nous, on ne pourra pas s'en passer voilà, de votre appui, votre aide, soutien de tous les organes de presse, que ce soit télévisuel, radiophonique, presse écrite, Inch'Allah. classique et électronique. C'est l'événement de l'Algérie, pas Exactement. seulement d'Oran ou du comité d'organisation des Jeux Tout à méditerranéens. fait. Très bien, on y sera. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour le spectacle de demain. On rappelle, ça sera donc 1h30, 22h bien sûr, au TNA. Ne ratez pas ce beau spectacle avec Salim Dada et l'ensemble bien sûr des musiciens. Yatek Saha. Merci Merci pour à vous. l'invitation. Et puis à très bientôt. Like, salam. Voilà, on continue. Je vous invite tout de suite à apprécier cette belle voix aussi qui se démarque. En tout cas, elle était là mercredi dernier pour annoncer son spectacle. C'est Manal Gharbi. On la retrouve à travers cette belle voix et surtout cette belle interprétation.
Voilà, de retour au plateau après cette balade musicale, on va parler d'espace. Et oui, avec notre invité, vous le connaissez déjà, on l'a déjà reçu sur notre plateau pour parler donc de l'espace en général. Et oui, les scientifiques travaillent énormément. Il s'agit de Baba Issa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, c'est gentil. Vous êtes chercheur au niveau du CRAG et vous êtes à chaque fois venu nous parler de notre espace. Et voilà. Dieu sait combien il y a des choses à dire sur l'espace, sur les galaxies, sur un petit peu tout ce côté scientifique que nous ne maîtrisons pas forcément. Aujourd'hui, c'est vrai, certes, il y a des clubs scientifiques qui s'intéressent un petit peu à l'espace, mais bien sûr, les chercheurs sont là pour nous aiguiller, nous donner toutes les nouveautés. Toutes les nouveautés, c'est cela. L'information. Qu'il y a, ça bouillonne, ça travaille. Les astronautes donc travaillent aussi. Et aujourd'hui, il y a une actualité autour de cela, le tourisme spatial. Voilà, le tourisme spatial. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a le retour de 4 astronautes, on va dire touristes. Parce que, donc, c'est vrai qu'ils se sont préparés pour aller dans l'espace et ils vont revenir aujourd'hui. Et donc, cela, on va parler du tourisme spatial. Avant de parler du tourisme spatial, je voudrais aussi parler du domaine privé, parce que dans le passé, c'est un domaine réservé en général, c'est l'État en général. Par exemple, les États-Unis avec la NASA qui envoie des grosses fusées qui coûtent très très cher, etc. C'était pour expérimenter, pour voir si on pouvait y avoir une vie sur d'une autre planète, etc. On va se restreindre sur l'espace. Pour la vie spatiale, c'est une autre histoire. Je disais donc ça coûtait très cher, mais il y a des acteurs qui sont rentrés par la suite, donc des acteurs privés, en l'occurrence Elon Musk. Je ne sais pas si... on va voir l'image. Elon Musk, ou encore Jeff Bezos, ou même donc Elon Musk. Donc voilà. Il y a aussi Jeff Bezos. Américains tous les deux. Il est sud-africain, je ne sais pas s'il a aussi la nationalité américaine, mais il lance ses fusées. D'ailleurs, c'est l'homme le plus riche de la planète. Il a plus de 100 milliards de dollars. C'est cette semaine qui a été donc décrété le plus riche. Donc il y a Jeff Bezos, il y a aussi Richard Branson qui ont développé le secteur privé de l'espace. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont très riches. Comme Denis Tito, c'est le premier touriste qui est allé dans l'espace avec ses propres... qui a pu se permettre d'acheter un ticket dans l'espace. Et c'était en 2001. Donc, ça, c'est Jeff Bezos, c'est le deuxième... c'est le patron de Amazon. Donc, et aussi la fusée Blue Je pense Virgin. Que c'est des rêves d'enfants, tout cela. Pour ceux qui veulent partir dans l'espace, c'est une conquête espérée par beaucoup. Donc, j'imagine. Voilà. Donc, je parlais de Denis Tito. Je ne sais pas si on peut avoir l'image de Denis Tito. C'est le premier touriste spatial. Donc, il a payé la modique somme de 20 millions de dollars pour aller dans l'espace. Voilà. Pour une semaine dans l'espace. C'est ça. Donc, il est allé avec la fusée russe, pardon. Donc, la fusée russe Soyouz. Donc, on peut voir l'image de la fusée ou du vaisseau spatial, parce que c'est un vaisseau spatial. Je ne sais pas si la régie pourra nous donner l'image de la fusée Soyouz. Et donc, je disais, donc, le premier qui a ouvert le bal, donc c'est Denis Tito en 2001. Par la suite, il y a eu d'autres. Donc, d'autres candidats au voyage. Comme Shuttleworth, en 2002, le 25 avril et le 5 mai. Par la suite, un autre Américain. Et la première femme touriste dans l'espace, c'est une irano-américaine qui s'appelle Anoucheh Ansari. C'est une richissime femme, donc elle a pu se permettre un ticket. Donc je ne sais pas si on c'est quand même, en plus d'avoir c'est courageux, parce qu'on a eu tellement de scénarios catastrophiques des vaisseaux spatiaux qui explosent. Oui. Qui explosent. Vous savez, c'est pas aussi dangereux que ça. On peut avec une très grande probabilité que l'explose. Il y a une très faible
on va énumérer les avions qui ont explosé. C'est vrai qu'il y a eu des avions qui ont explosé, et cela ne nous empêche pas. C'est le moyen le plus sûr pour voyager. D'avoir un accident avec par rapport à... Ou de glisser dans sa salle de bain. Voilà. Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est ce qu'on nous dit et on nous explique à chaque fois. Non, ben, aller dans l'espace et se dans l'espace aussi, c'est... J'ai les principaux touristes qui ont eu la chance d'aller dans l'espace à cause de l'argent. Donc il y a Charles Simoni, qui est un Hongrois. Il est parti en 2007. Là, on est en train de voir le dernier équipage de Inspiration 4. Les fameux 4. Les 4. Et donc, ils vont revenir aujourd'hui. Voilà. Donc, ils sont partis le 8 avril. Tout à fait, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, ils vont revenir. Ils ont utilisé la fameuse capsule qui s'appelle Dragon Crew. Cette capsule, elle est gérée par Elon Musk. Donc, c'est Elon Musk qui maintenant envoie ses candidats. Ça coûte très cher. Le billet, c'est entre 40 et 50 millions de dollars. Mais, comme je viens de parler tout à l'heure, en ce qui concerne Jeff Bezos et Richard Branson, ils ont développé des fusées parce que Elon Musk, c'est vers la station spatiale ISS. Et la station spatiale ISS, voilà, on est en train de voir Crew Dragon, c'est la capsule de Elon Musk. Et donc, en ce qui concerne la station spatiale, elle est à plus de 400 km. C'est pas 100 km, c'est 400 km. Alors que Jeff Bezos et Richard Branson, donc ils ont développé, comment dirais-je, une sorte d'avion spatial pour aller jusqu'à 100 km. C'est ça. Et donc le prix est moindre. Mais c'est la porte de l'espace. Parce que dans le domaine... Ils arrivent quand même à voir la Terre à 100 de km, haut, c'est le noir. Là, on voit Richard Branson. Là, c'est Richard Branson qu'on va voir. D'accord. Et bien sûr, ce sont donc des voyages. Ce sont des voyages coûteux, quand même dangereux aussi, prise de risque pour certains. Peut voir Richard Branson avec l'avion spatial qui s'appelle Virgin Galactic. Voilà, et bien sûr, voilà, c'est ça. Et ça leur permet de voir, leur rêve en fait, c'est de voir la Terre de très haut. Virgin Galactic. De très haut. Pour voir les couleurs, le fait de voir la Terre, le ciel en noir, et on ressent notre petitesse. Peut-être qu'on peut ressentir un peu d'humilité, au sens qu'il faut aussi faire attention, parce que notre planète, c'est une petite planète, et elle n'est pas infinie, donc c'est un endroit fini. Voilà, ça c'est le vaisseau spatial de l'intérieur. Virgin Galactic, et donc ça c'est le vaisseau spatial à l'intérieur. On peut voir même, voilà. Ça c'est à l'intérieur. Et au lieu d'avoir 2 ou 3 places, peut-être, je crois qu'il a une dizaine de places, donc le prix est moindre. Donc peut-être, c'est en millions de dollars, mais c'est pas 40 ou 50 millions de dollars. Voilà. Et vous savez que comment dirais-je, les places sont déjà réservées parce qu'il y a beaucoup de riches qui veulent aller dans l'espace. Voilà. Bien sûr, il y a dans les agences spatiales étrangères, donc ils veulent développer des hôtels dans l'espace. Il y a même, bien sûr, on parle de Elon Musk, il veut envoyer des touristes qui vont tourner autour de la Lune. Et peut-être ça sera en 2025, 2026. Peut-être. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, ça demande, comment dirais-je, ça demande un entraînement. Ben oui, justement, j'allais vous poser la question. Alors, ces candidats à l'espace, est-ce que justement, ils ont aussi, vont passer par toutes ces différentes étapes donc d'entraînement Tout à fait, voilà. La pesanteur, c'est très etc. pertinent ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, il y a des candidats qui présentent leur dossier et que malheureusement, ils ne peuvent pas aller dans l'espace. C'est des conditions. Il faut avoir la santé, il faut avoir, par exemple, il ne faut pas avoir de carie dentaire. D'accord. Donc, si vous avez des caries
supplémentaires, vous êtes exclu. éliminé. Si vous avez une petite maladie, la tension ou le diabète, etc., vous ne pourrez jamais aller dans l'espace. Il faut une santé solide. Parce que pour aller dans l'espace, il faut déjà des expériences en ce qui concerne l'accélération. En général, les professionnels, bien sûr, ils préfèrent des gens qui ont piloté les avions de chasse. Parce que les avions de chasse, ils ont des accélérations très très fortes et le corps, avec le temps, s'habitue à de grandes accélérations. Les personnes peuvent perdre connaissance, on l'a vu à travers des documentaires ou des films. Dans les pommes. Oui, tout à fait, facilement. Donc c'est tout un entraînement préalable. Donc, préalable. En général, ça dure entre 1 à 2 ans. Des examens médicaux, etc. C'est contraignant quand même. Il y a une autre chose, c'est que la plupart des touristes qui sont partis, ils ont utilisé Soyouz, donc il fallait qu'ils apprennent le russe. Parce qu'ils doivent utiliser le vaisseau Soyouz. Maintenant, effectivement, il y a le Crew Dragon de Elon Musk ou encore la fusée, la capsule Blue Virgin de Jeff Bezos ou encore l'avion Virgin Galactic de Richard Branson. Mais au début, il n'y avait que les Russes. Vous allez me dire pourquoi? Pour renflouer, comment dirais-je, leur caisse, parce que donc ils avaient un manque d'argent, donc il fallait c'est ouvrir le champ aux touristes. Parce que la NASA, au début, n'en voulait pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec un touriste pendant une semaine parce qu'ils ont un checklist, un but, etc. C'est très scientifique. Très scientifique, à la minute près. Donc si un touriste va venir... C'est une sélection mondiale, c'est-à-dire que beaucoup de candidats scientifiques s'inscrivent pour pouvoir participer à un déplacement spatial dans l'espace. On a eu l'exemple de ce Français. Nous avons aussi l'Algérien aussi, qui travaille à la NASA. En ce qui concerne, il y a beaucoup d'Algériens qui travaillent dans le domaine spatial. Je ne peux pas nier ça. Mais ce que le téléspectateur doit savoir, c'est que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas d'astronautes ou de futurs astronautes qui vont aller dans l'espace algérien. Les seuls arabes qui ont eu l'occasion d'aller dans l'espace, professionnels bien sûr, il y avait le saoudien en 84. C'est le frère de Mohamed le Wali al-Ahd. Là, je pourrais pas traduire voilà. Donc ce qui fait que aujourd'hui, ça c'était le premier. Après c'était le Syrien Mohamed Fares et le troisième c'est des Émirats. D'accord. En tout cas, les Algériens sont là un petit peu partout. Peut-être qu'un jour, vous verrez un Algérien aussi être candidat, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui s'inscrivent, qui souhaitent. Ce que je voulais dire, c'est que les Émirats se sont allés à fond à la caisse dans ce domaine. C'est qu'ils ont acheté parce qu'ils veulent aller sur la Lune. Il faut savoir qu'en 2026, il y aura un autre programme qui s'appelle Artemis, et donc ils vont envoyer d'autres hommes sur la Lune. Je vais préciser que ça ne sera pas des hommes, ça sera des femmes. Parce que les premières missions, les 6 premières missions, donc Apollo 11 jusqu'à Apollo 17, sont Apollo 13, donc c'était que des hommes. Donc il y a eu 12 hommes qui ont frôlé le sol lunaire. Maintenant, ils veulent... Donc ils vont envoyer des femmes, ça sera en 2026 avec le programme Artemis. Et les Émiratis vont envoyer 2 astronautes sur la Lune. Vous imaginez. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Les Tunisiens. Donc, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est en 2023 ou 2024, ils vont envoyer la première femme dans l'espace. D'accord. La première femme arabe dans l'espace. Peut-être que plus tard, on aura un Algérien, peut-être. J'espère. En tout cas, on le souhaite. Et peut-être qu'un touriste. Voilà, peut-être un touriste, peut-être. Nous, les scientifiques, sont déjà là. Ils travaillent dans le domaine... une grande communauté scientifique qui travaille au niveau de la NASA et qui aussi font beaucoup de choses pour la science, pour faire avancer la science. En tout cas, pour parler de ces nouveautés, c'était ça qui nous réunissait aujourd'hui, l'actualité autour de l'espace, aujourd'hui, le tourisme spatial. Les touristes vont venir aujourd'hui, donc voilà.
Donc on a parlé de tourisme spatial. Ah oui, j'ai oublié, en parlant de Elon Musk, il a envoyé plus de 12 000, il va envoyer l'équivalent de 12 000 satellites pour avoir l'Internet à gros débit pour toute la planète. Tout à fait. Donc je ne sais pas si on pourra voir l'image. On a vu le satellite tout à l'heure, on l'a vu. Starlink, c'est Starlink. Voilà, d'accord, un satellite Starlink qui continuera toujours vous imaginez le nombre, 12 000 satellites dans l'espace juste pour l'Internet. Oui. Comme ça, il suffit de... c'est une pollution aussi. Hein. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de pollution. Nous, les astronomes, pour nous, c'est une catastrophe. Oui. Pourquoi? Parce que quand on prend des images, c'est-à-dire que dans notre image, on va voir des traits. Oui. C'est à cause des satellites. Le déplacement des satellites. Donc voilà, ça va perturber l'information scientifique des images qu'on prenne avec les télescopes. Il y en a énormément. Oui, il y en a qui se dégradent, donc il y a des débris, il y a des qui tombent aussi. C'est dangereux aussi pour notre planète. Ça, c'est une autre histoire qu'on devrait développer, la pollution. La pollution, bien sûr. Aujourd'hui, on en parle. Hein. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir. Bon courage à vous. J'espère qu'on aura d'autres occasions et on parlera d'autres actualités. En tout cas, je rappelle, Monsieur Junaï Babarissa, vous êtes chercheur au niveau du CRAG. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler donc tourisme spatial. Voilà. C'était fort intéressant. On vous dit bon courage à vous. Merci, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. On continue. Je vous invite tout de suite à aller déguster des mets parce que faut le savoir aussi. Ramadan, c'est manger avec les yeux, mais aussi avec nos papilles gustatives. Et là, Sophia Chouban va ouvrir les desserts à travers les livres de cuisine. Les desserts et les boissons sont généralement les plus consommés après un repas copieux. C'est tout un art gastronomique hérité d'une tradition ancestrale qui brasse plusieurs influences civilisationnelles. Il y a ceux qui s'adonnent avec enthousiasme aux fruits de saison comme les oranges ou à une salade de fruits. Pour le plaisir gourmet, ils sont friands de biscuits aux amandes, de zalabia et de losanges de qalbellous. Pendant le café du ftour, les dégustateurs ne rechignent pas face à une meïda garnie de gâteaux à la semoule au beurre, le baraj, et de triangles de semoule aux dattes. Bien dressée à l'occasion d'une visite familiale, la table valorise les mets sucrés. En soirée, déguster un bol de mhalbé aux amandes est excellent pour le jeûneur. Le prochain rendez-vous culinaire sera consacré aux spécialités sucrées. Bon appétit! De retour sur le plateau, il est là, il ne va pas nous parler d'espace. C'est Ahmed qui est parmi nous chaque mercredi. Bonjour Ahmed. Bonjour Amal. Vous avez voyagé? Oui, on va voyager encore d'ailleurs avec la touche espace. Vous êtes aussi fou pour pouvoir payer un billet très cher pour aller dans l'espace? Peut-être payer un billet très cher pour aller à une convention de jeux vidéo. Ah ouais, peut-être. L'espace, non. S'ils organisent une convention de jeux vidéo en espace, je vais y réfléchir. Peut-être, c'est pas possible. Je préfère voir en photo. Hein. En photo, en vidéo, il y a assez de technologie. Les internets sont là la pour planète. ça. Voilà, pour qu'on voit tout sur... Ils compteront pas sur nous pour pouvoir payer un billet. Hein. Exactement. Déjà que les plateformes de vidéos à la demande, ils comptent pas sur nous parce qu'ils savent que les gens n'achètent pas tous leur compte. Donc vous imaginez un petit peu sur des sommes aussi importantes. Déjà, notre problème, c'est aujourd'hui, les artistes souffrent parce qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de CD. Tout se télécharge. Aujourd'hui, même les disquaires, on les trouve plus. Ça, à la limite, avec les... Bah tiens, ça, on fera un jour, on parlera de ça, Amel, des différentes plateformes de téléchargement de musique. Il y a Spotify, Deezer, Nrami, etc. On prendra un jour pour parler de tout ça et pour voir peut-être la place des artistes algériens, comment ils arrivent à s'y retrouver. Exactement. Mais, la production aussi des œuvres artistiques. J'allais dire, il faut s'adapter à notre époque, à notre ère. C'est vrai qu'à l'époque, les artistes souffraient du piratage, qui était vraiment quand même 90% de ce qui était sur le marché. Tout à fait. Là, ils souffrent il n'y a ni disquaire, comment on peut être sur les réseaux, comment on peut être sur les plateformes. On avait la fameuse cassette avec ce petit timbre de Landa qui protégeait nos artistes. Ça existe encore, hein.
existe encore, certains, mais on ne trouve plus encore beaucoup donc, de CD. Hein, ça se fait. D'ailleurs, quand vous recevez des invités, ils ramènent encore des CD avec leur jaquette. Quelques-uns, oui. Là, ils vous donnent sur YouTube pour regarder, pour écouter. Ou alors ils vous disent c'est ma dernière pochette, hein, il n'y en a pas beaucoup. C'est comme les cartes de visite, j'ai toujours la dernière sur moi. Bah oui, c'est un problème, il faudra peut-être le poser un jour dans une de nos émissions. Il faudrait peut-être, ce sera l'occasion. On va parler des jeux vidéo aujourd'hui, ça faisait longtemps. Oui, et je voulais pas en parler souvent parce qu'il n'y a pas vraiment d'actualité en Algérie, je précise en Algérie. Mais dans le monde, il y en a encore, il y en a tous les jours, l'actualité. Il y a de nouveaux jeux qui sortent, il y a des événements, il y a des salons, etc. Mais je voulais juste revenir sur le dernier invité. Il parlait de Starlink, du satellite. Enfin, Elon Musk, avec cette plateforme, on va dire, spatiale de connexion Internet, il veut la démontrer un peu partout dans le monde. Non, en tout cas, je sais que dans notre région, ça ne va pas marcher. Parce qu'il faudrait payer des abonnements qui seraient très chers pour avoir accès à ça. Et pourquoi j'en parle? Que justement, pour avoir accès à certains jeux, il faut payer des abonnements. Sur PlayStation par exemple, Xbox, sur PC, sur Switch, Nintendo Switch, il faut payer des abonnements annuels pour pouvoir jouer en ligne. Ce qui est assez contraignant. Déjà, le problème de la carte Visa, payer en devise, c'est problématique. Donc, c'est pour ça que je vais parler de jeux gratuits. Très bien. C'est plus facile. Bon, gratuit, mais on parle avec le même langage. Modération. Alors, parce franchement, que quand on parle de jeux vidéo, de réseau, etc. C'est ça, Amal. À chaque fois, et c'est bien qu'on en parle, j'aimerais qu'à chaque fois qu'on parle de jeux vidéo ou d'autres choses, qu'on parle de modération uniquement quand il s'agit de jeux vidéo, alors que ça concerne la télévision, le sport aussi. J'en ai souffert, j'ai fait énormément de sport dans ma jeunesse. Les achats compulsifs. Voilà, tout est à consommer avec modération. Et surtout la nourriture fait Ramadan. Et voilà. Ce qu'on n'a pas pris la journée. Donc, les jeux gratuits, je vais surtout m'orienter vers les jeux mobiles. Ce qui est beaucoup plus accessible à tous. Tout le monde a un smartphone de nos jours. Même les grands-parents, même les parents qui sont d'un certain âge ont des smartphones. Ils ne savent pas tous utiliser. Et c'est généralement les petits enfants qui en profitent. Dès qu'on va chez papy, chez mamie, on récupère le téléphone et on joue à des jeux. Et après, il y a papy, mamie qui se retrouvent avec la mémoire pleine. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeux. Je vais faire un petit listing. Je vais commencer avec un jeu que tu connais vraiment à coup sûr. Sûr. Si je te dis ça, c'est que je suis sûr. Si on peut juste regarder la vidéo du premier jeu, et ça va faire plaisir à Amel, parce que oui, c'est un jeu qu'elle connaît. C'est pas parce que t'as un de jeu, mais voilà, tout le monde connaît Pac-Man. Pac-Man, qui était sorti en 1980. Qui est connu de tout. Fallait tout manger. Ouais, tout manger, c'est un peu Ramadan. Toutes les générations connaissent Pac-Man, même ceux qui n'ont pas vécu cette époque l'ont découvert après. Et il est disponible sur Android, sur mobile, même sur iOS. Et il est gratuit. Ça s'appelle Pac-Man classique. Le seul petit défaut, c'est que vu qu'il est gratuit, c'est qu'il y a beaucoup de pubs. Entre chaque niveau, il y a des pubs. Il y a 265 niveaux. Ça vous gâche tout. À chaque fois, vous êtes obligé après, il y en a qui utilisent l'astuce. Dès qu'ils lancent le jeu, ils se déconnectent. Mais quand on se déconnecte, on n'arrive plus à recevoir les messages. Donc on ne sait jamais. Donc trouver l'équilibre. Peut-être que ça va vous permettre de consommer avec modération, justement, de vous déconnecter pendant une demi-heure pour jouer au jeu. Peut-être que ça pourrait marcher. En tout cas, il y a 200. Oui, c'est une astuce que j'utilise de temps en temps. Mais quand mon épouse m'envoie des messages, ah oui, non, j'ai regardé une vidéo téléchargée, pardon. Donc voilà, on passe au jeu suivant. En fait, j'ai pris un top 15 des jeux les plus téléchargés, les plus joués en 2022. Présent. Et qui sont gratuits. On précise, et mobiles. Donc là, dans la liste, avec 15 jeux, j'ai choisi les plus présents. Il y a, donc Pac-Man en 15e position, et il y a plusieurs jeux, comme billard, comme jeux de dames, jeux d'échecs. Il y a énormément dans ce style, des jeux de réflexion, aussi des jeux de sport. On peut appeler ça des jeux de sport, parce que c'est considéré comme un sport, le billard, mais mobile, ce n'est pas le cas. Il y a énormément de jeux, comme 8-Ball Pool, c'est l'un des jeux les plus connus, les plus téléchargés d'ailleurs, et les plus utilisés. Il a quand même été téléchargé plus de 500 millions, ce qui est énorme. Donc il est en top 1 des jeux de billard. Voilà, donc c'est le jeu dont je voulais parler, c'est Roll the Ball. Alors après toute cette liste de billard, jeux de dames, jeux d'échecs, le ludo, d'ailleurs Roll the Ball, justement, c'est un jeu de réflexion, et c'est le jeu par excellence des dernières années. C'est des puzzle games. Généralement, quand on dit puzzle, les gens croient que c'est des puzzles, voilà, où vous avez des pièces. Non. Un puzzle game, c'est un jeu de réflexion. Vous devez juste casser la tête pour trouver la solution. Le bon chemin. Là, ça donne presque. Voir ça comme ça parce qu'on fait bouger des cases, on fait
des pièces pour trouver le bon chemin, le bon cheminement de la balle, de la bille, de peu importe ce qu'on a. En tout cas, les jeux de réflexion, si justement on parle c'est là, stimuler un petit peu. Là, je peux dire que c'est à consommer sans modération parce que il en aura marre au bout d'un moment. Donc, c'est un travail. C'est comme les jeux hyper addictifs où on fait qu'appuyer. Là, il y a la réflexion qui entre en considération, qui entre en jeu. Donc, il faut laisser à vos enfants l'occasion de jouer à ces jeux-là. Et peut-être que même s'ils ne s'y intéressent pas au départ, eh ben, grâce à ça, ils vont, comme tu l'as dit, stimuler leur cerveau et leur intelligence, voilà, exactement, leur réflexe. Exactement. Les liens cognitifs qu'il y a entre la réflexion et le geste, justement, à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc après, il y a un jeu. Alors ce jeu, je vous cache pas, je n'ai pas joué, il s'appelle Raid Shadow Legends. C'est le type de jeu qu'on a tout le temps dans les publicités YouTube. D'accord. Mais c'est un jeu qui existe, ça s'appelle un RPG. Les RPG, c'est Role Playing Game. C'est des jeux de rôle où vous avez des personnages, voilà, vous avez des personnages de différents styles, de différents univers, de différentes civilisations. Et c'est du tour par tour, tour à tour, où il y a des mages qui vont lancer des sorts, il y a des soldats qui vont attaquer avec des épées. Moi, j'aimais bien les costumes. À chaque fois, on choisissait son propre Franchement, j'allais dire que c'est ce qui est intéressant dans ce type de jeu, c'est les costumes. Parce que c'est ça les RPG. Vous faites évoluer votre personnage en termes de niveau et de compétences, mais surtout en design, en look, en costume. Donc, ce type de jeu génère également beaucoup d'intérêt chez les cosplayers. On en connaît une, on peut lui faire coucou. Bah oui, Rania, on le fait coucou, qui est une cosplayeuse qui s'appelait carrément Rania Cosplay. Alors ensuite, il y a d'autres jeux du style Criminal Case. On n'a pas l'image, c'est pas la peine parce que ça va pas être très expressif en image. C'est le type de jeu où vous avez des images figées et vous devez trouver des indices, par exemple. Ou alors on vous demande de trouver des clés, des livres cachés derrière le meuble, derrière. Ça, c'est des jeux que je ne recommande pas. Parce que justement, vous devez trop regarder l'écran, vous concentrer. Au bout de quelques minutes, on a les yeux qui sont complètement... Moi, j'aimais bien, en tout cas. Non, mais c'est intéressant parce que ça nous aide aussi à se concentrer. Mais je parle à titre personnel, je suis pas très fan. Moi, j'aime bien quand ça bouge, quand je réfléchis et quand ça va vite. Donc, en revanche, ça, c'est un jeu super intéressant qui s'appelle Cut the Rope. Couper la corde. Cut the Rope, c'est un jeu développé par Zeptolab. Zeptolab qui, en général, développe des jeux assez enfantin en termes de visuel. Voilà, Zeptolab, en termes de visuel, c'est très mignon, c'est très joli. Voilà. Et on a la catégorie jeux de réflexion. C'est des petites créatures rigolotes. Ouais, rigolotes qui mangent des bonbons. Voilà, ça c'est les bonbons qui sont en train de collecter à chaque fois. Comme Mario, il y a les pièces, Sonic, il y a les anneaux. Voilà, là il y a des petits bonbons. Donc c'est très intéressant parce que c'est aussi un jeu de réflexion. Pour les grands et les petits, vraiment c'est pour tous les âges, sauf que... Il y a cette fameuse musique qui souffle. Oui, on peut faire mieux comme pour tous les jeux, donc ne vous inquiétez pas. Mais ce qui est intéressant avec ce type de jeu, c'est qu'il y a énormément de niveaux. Il y a Cut the Rope 1 et il y a Zeptolab, je vous conseille de voir les différents jeux qu'ils développent. Ils sont très intéressants, ils sont mignons, ils sont sympas. Voilà. Ensuite, il y a plein d'autres jeux, il y a Boom Beach, c'est là où vous avez dans les plages une compagnie où il y a des soldats qu'il faut gérer, et il y a SimCity, les jeux de simulation. Ça aussi, je suis pas très fan. Je parle vraiment à titre personnel de ce qui peut intéresser les gens et ce qui est accessible pour avoir un grand niveau pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Mais voilà, ça c'est des jeux de simulation qui peuvent vraiment prendre beaucoup de temps. Ça pompe du temps à un point inimaginable. Vous êtes là pour faire évoluer votre civilisation. Il se passe rien. Pas de stratégie, il y a du temps qui passe et puis c'est tout. En revanche, en dernier, il n'y a plus que ça. Bon, je vais aller vite. En position, Racing 3, c'est le jeu de course de voiture le plus téléchargé. C'est la Formule 1. Ça c'est beau aussi. Tout le monde connaît. Il y a Garena Free Fire, je vais les énumérer. Garena Free Fire, il y a Lords Mobile et DreamWorks et FIFA Mobile. Même sur mobile, on joue à FIFA. Voilà, et ben bravo pour toute cette performance, rapidité pour les jeux vidéo. Merci beaucoup Ahmed, on vous dit à mercredi prochain. J'espère que le téléspectateur aura donc pris note de toutes les propositions que vous avez faites et surtout que c'est des vidéos gratuites. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Avant de se quitter, une triste nouvelle, nous l'avons appris ce matin en venant. Notre collègue Mohamed Yedou, caméraman de la télévision algérienne, est décédé. Et surtout, on présente toutes nos condoléances à sa famille, sa maman, qui est aussi notre collègue de la régie 7, Nora Yedou, qui est donc triste. On pense beaucoup à elle et surtout à sa fille. Donc,
nos condoléances à toute la famille. Voilà, Allah yarhamou. Son père était aussi caméraman à la télévision algérienne également. Allah yarhamhum. Voilà, merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée et puis on se donne rendez-vous dès demain à 9h du matin, bien sûr, avec toutes les... plus tôt, vas-y. Hein. Voilà, au revoir et bonne journée. Merci, Ayman. Au revoir.